Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo, je vous cache pas que c'était pas prévu, c'est pas un débrief, c'est pas un bilan non plus, c'est une vidéo de crise, hein, on va appeler ça comme ça. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien vous êtes tous au courant, Niko Kovač est viré. Voilà, donc je suis aussi surpris que vous. Je tombe de ma chaise, honnêtement je ne m'y attendais pas, j'ai appris l'info comme vous tous cet après-midi, donc ça faisait 2 jours qu'on avait des infos avec un journaliste de l'équipe très informé qui avait fait un article là-dessus. On avait notre insider sur Twitter et sur les autres sites qui avait annoncé aussi la confirmation. Et on entendait que Kovač et Mitchell étaient, leur temps était compté et que ça n'allait plus et qu'ils allaient sûrement être virés ou partis rapidement. Alors on ne pensait pas que ça serait aussi rapide, l'information est tombée ce soir et donc Niko Kovač est viré. Niko Kovač n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco. Donc c'est un choc. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu ensemble comment on en est arrivé là, parce que c'est très surprenant, c'est même plus surprenant que quand Jardim était parti, quand Henry était arrivé, quand Henry était reparti, quand Jardim était revenu, quand Moreno était arrivé. Bref, on a eu une période difficile et on comprenait que les entraîneurs valsaient chacun leur tour. Mais là, on arrive dans une situation où on est un peu surpris par rapport aux résultats. Maintenant, on va voir au niveau du contenu et au niveau du jeu, on voit bien que depuis la saison, ça ne va pas, ça ne va plus. L'année dernière, on a fait une belle saison, et cette saison, on rame. C'est difficile, ça n'évolue pas, ça a même tendance à régresser par rapport à l'année passée, et la mayonnaise ne prend pas, le jeu, on ne le reconnaît plus, et le style Kovač, on ne le reconnaissait plus non plus. Donc, on comprend qu'il y avait un souci à l'instant T, cette saison, avec Kovač, avec le jeu proposé, que la mayonnaise ne prenait plus, mais honnêtement, on ne pouvait pas s'imaginer que Kovač parte maintenant, à la mi-saison, on est fin décembre, on est début janvier, le mercato commence dans à peine 2 jours, et on a pratiquement tout à faire ou à refaire par rapport à la suite des événements, parce que Kovač n'est plus là. Honnêtement, s'il avait été viré cet été, après une saison moyenne, j'aurais compris. Bon, c'est le football, les entraîneurs ne restent pas longtemps, et j'aurais compris qu'il part cet été. Mais là, partir aussi vite et aussi tôt, c'est un vrai choc, c'est une vraie surprise, même si on comprend un peu mieux ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on a entendu un petit peu les journalistes écrire, on a entendu les journalistes s'exprimer, on a entendu les journalistes donner leur avis, et on comprend mieux que finalement, il y a une cassure. Donc, la vie d'un club n'est pas tout rose. La vie d'un club, c'est comme une entreprise, c'est comme une famille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des tensions. Et souvent, dans le football, les tensions amènent à des décisions fortes. Et les entraîneurs virés, ça devient un peu la norme, et ça va très très vite. Là, on a vu encore cet après-midi que l'entraîneur de Troyes était parti. Voilà, c'est le lot de beaucoup d'équipes. Maintenant, souvent, les entraîneurs qui dégagent, c'est les équipes qui sont au fin fond des classements, qui n'ont pas de résultats, qui n'arrivent pas à gagner, et qui sont complètement à la ramasse. Monaco n'était pas forcément à la ramasse à l'instant T, mais on a vu que finalement, ça va beaucoup plus loin que les résultats. Il y a tout un management, toute une façon d'être. On nous a expliqué que Kovač avait peut-être des méthodes un petit peu militaires, des méthodes difficiles, que les joueurs n'adhéraient plus, que peut-être qu'avec la direction, ça se passait pas bien non plus, et que finalement, d'un commun accord, tout le monde a trouvé son compte dans le fait d'arrêter la collaboration. Alors maintenant, c'est acté, Kovač est parti, c'est surprenant, c'est un choc, c'est peut-être un peu tôt, mais maintenant, il faut penser à la suite, parce que, comme l'expression le dit souvent, les entraîneurs partent, les entraîneurs arrivent, les entraîneurs partent, les joueurs arrivent, les joueurs partent, mais le club reste, et il va bien falloir continuer avec le même groupe, mais avec un nouveau staff et un nouvel entraîneur. Ça va pas être simple, ça va pas être forcément magique, mais il va falloir faire avec, parce qu'on n'a pas le choix. Alors, maintenant, il faut penser à ce qui va arriver.
À l'heure où je fais la vidéo, on n'a pas encore le nom de celui qui va le remplacer, mais visiblement, il y a des pistes. Voilà, il y en a 3. Il y a un Belge, un Américain et un Portugais. Alors, dit comme ça, on dirait une mauvaise blague. Oui, c'est une mauvaise blague ce qui se passe à Monaco aujourd'hui. Mais en tout cas, les 3 noms, c'est ça. C'est donc le Belge, donc, qui est Clement, l'entraîneur du FC Bruges. On a Fonseca, un ancien entraîneur, un entraîneur portugais. Et l'Américain, donc c'est Jesse March, qui est un mec de l'entreprise Red Bull, du projet Red Bull, et qui pourrait peut-être, oui, éventuellement coller à ce que veut Paul Mitchell, parce que Paul Mitchell, on va en parler. Paul Mitchell, lui, par contre, a failli être viré, mais bizarrement, il va rester. C'est-à-dire qu'il ne va pas partir, ce que je trouve un peu injuste, parce que son mercato à lui est raté. Il a pris des joueurs qui ne donnent pas satisfaction. Ça fait partie des mauvais résultats cette saison aussi. Et pour lui, pour le coup, je trouve que Paul Mitchell n'est pas exempt de tout reproche sur cette saison difficile. Ben bon, c'est Kovac qui a pris, c'est Kovac qui a sauté, et on va voir si au mercato d'hiver, eh bien, Paul Mitchell arrive à faire quelque chose pour remettre l'équipe un peu vers le haut par rapport à des renforts qui viendraient un petit peu aider le groupe actuel. Mais ça, c'est une autre histoire, parce que le mois de janvier va commencer très très vite, et qu'on aura le temps de revenir sur le mercato. Mais bon, Paul Mitchell est encore là, et on va voir un petit peu l'impact que le licenciement de Kovac va avoir sur lui, parce que normalement un directeur sportif et un entraîneur, c'est un binôme, ça marche ensemble, ça travaille ensemble, ça discute ensemble, et ça monte des projets ensemble. Et là, Paul Mitchell, il va sûrement prendre quelqu'un d'autre, ou alors ça va être encore au-dessus, c'est peut-être Petrov, c'est peut-être même Rybolovlev qui va choisir, mais vu les noms que je viens de vous citer, ça sent quand même un choix à la Paul Mitchell. Mais bon. Alors oui, les entraîneurs que je vous ai cités, ça ne fait pas rêver. Alors j'ai lu sur les réseaux sociaux des noms assez rigolos, hein, comme Zidane, comme Laurent Blanc, comme Lucien Favre, ça pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant. Mais honnêtement, sur tous les entraîneurs qu'il y a de libre au mois de janvier, il n'y en a pas beaucoup qui font rêver, et il n'y en a pas beaucoup qui sont susceptibles de plaire, en tout cas, à la communauté. Il y en a, comme d'habitude, il y en a toujours un qui ferait l'unanimité, mais il est en Argentine, il est à River, je crois, c'est Gallardo, et Gallardo, pour l'instant, bah, je crois qu'il n'est pas disponible, et je ne suis pas bien sûr que c'est possible de l'avoir au mois de janvier. Donc on oublie, et donc les 3 noms prioritaires, pour l'instant, je vous l'ai dit, c'est Clement, March et Fonseca. Donc je reviens un petit peu à Kovac, et je me dis que le choc est terrible, parce qu'il y a un problème de stabilité. C'est-à-dire que la communauté a beaucoup souffert justement de cette instabilité au sein du club, parce qu'on voit quand même que les directeurs sportifs passent, ça va, ça vient, ça reste pas longtemps, ça change de projet. Les entraîneurs, pareil, ça commence à faire ça, c'est-à-dire ça va, ça vient, ça change. Il y en a même qui arrivent, qui partent et qui reviennent. Je pense à Jardim. Henry, il n'a pas fait long feu. Moreno, il n'a pas fait long feu. Et peut-être que celui qui va arriver au mois de janvier, ben, il ne fera pas long feu non plus, parce que cet été, on partira sur un autre entraîneur, sur un autre projet, un peu comme les dirigeants ont fait il y a quelques années avec Moreno, qui a vite sauté quand Kovac est arrivé. Donc c'est une instabilité terrible, c'est très très mauvais dans le monde du sport, c'est très très mauvais dans les équipes de football, et je ne suis pas bien sûr que le choc psychologique va avoir lieu au sein du groupe et au sein des joueurs. Il va peut-être y avoir un changement de système, des cartes qui vont être rabattues pour le jeu, pour voir un petit peu la nouvelle philosophie de l'entraîneur qui va arriver. Donc si c'est Philippe Clement, moi je ne connais pas. Pour moi c'est le championnat belge, c'est un cran en dessous du championnat français. Je ne suis pas sûr qu'il soit apte à tirer l'équipe vers le haut après avoir entraîné le club de Bruges. Maintenant, tout est possible. Hein. De toute façon, je pense que la révolution, elle va se faire de la part des joueurs et pas de l'entraîneur. Hein. On ne va pas se mentir. Notre problème principal, là, c'est les joueurs. C'est le niveau individuel qui ne tire pas le collectif vers le haut.
Et honnêtement, moi j'attends qu'une chose, c'est que le mercato d'hiver soit intelligent et qui permette à l'équipe de monter d'un cran dans des postes clés. Là, on parle d'un milieu défensif, on parle d'un remplacement à Crépin Diatta. Peut-être qu'Isidore va partir, il va falloir prendre encore un attaquant. Et sur le plan défensif, on entend parler de Vanderson, qui lui est quasiment officiel et qui va arriver sur le côté droit. Ça m'embête un peu parce qu'on a quand même Sidibé, Aguilar et Vanderson qui vont devoir se tirer la bourre pendant 5 mois pour finir la saison. Bon, c'est 3 joueurs pour un poste. On verra bien ce que ça va donner. Mais on voit bien un petit peu les postes clés qu'il y a à travailler pour le mercato d'hiver. Et il faut absolument que Mitchell n'aille pas chercher des joueurs qui feront banquette. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il aille chercher des titulaires qui s'imposent directement dans le 11 et qui tirent les autres vers le haut. Mais ça, c'est mon avis. Et on sait que les mercatos d'hiver sont très difficiles, surtout en ce moment avec le Covid qui est en train de ravager tous les clubs de foot du monde, d'Europe et de France. Et Monaco n'y échappe pas. Et Monaco a déjà plein de joueurs malades. Et c'est la merde pour la reprise de la compétition. Donc vous voyez, tout ça, c'est bien compliqué. Il y a plein de questions qui se posent à nous. Quel mercato, quelle philosophie de jeu va arriver, quel entraîneur va arriver, est-ce que les joueurs vont adhérer au nouveau coach, est-ce qu'il va y avoir une révolution positive, est-ce qu'il ne va pas au contraire y avoir une révolution négative? Je suis complètement perdu et je trouve que la situation n'est pas bonne et que c'était une très très mauvaise idée de virer Kovac aussitôt. Et moi, honnêtement, j'aurais continué jusqu'à la fin de la saison avec lui, au moins pour repenser un projet cet été. Bon, maintenant, voilà, c'est fait, c'est pas nous qui décidons. Si les dirigeants en ont décidé ainsi, c'est qu'il y a une réalité que nous ne connaissons pas, il y a du quotidien que l'on ne connaît pas, et la réalité fait que les dirigeants et l'entraîneur, après quelques discussions et de mûres réflexions, ils ont décidé d'arrêter maintenant. Bon, alors on peut se dire aussi, si on voit les choses positivement, que les dirigeants de l'AS Monaco ont des grandes et des grosses ambitions. Peut-être qu'ils ne sont pas satisfaits du jeu proposé, ils ne sont pas satisfaits du classement en Ligue 1, et ils ont raison. Et peut-être qu'ils veulent quelque chose d'autre qui permettrait à Monaco de se hisser encore plus haut et d'être plus fort que ce qu'ils ont montré les premiers mois. Mais attention, un changement de coach, ça peut être tout l'inverse. C'est-à-dire ça peut être une catastrophe. Ça peut être carrément une dégringolade et un jeu encore moins flamboyant, encore moins bon et encore moins constructif que ce qu'on a pu avoir avant. Donc c'est vraiment une grosse décision, une décision importante. Et on est très 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 inquiet de voir ce que ça va donner parce que pour l'instant on n'a aucune certitude et on part un petit peu dans l'instabilité, dans le flou. Et ça c'est pas bon. Donc voilà, maintenant il faut supporter le club, il faut être derrière les joueurs, il faut être derrière tout le monde pour que Monaco soit bon et fort et en haut de l'affiche. Et il est évident que les dirigeants vont avoir une décision extrêmement forte à prendre, extrêmement importante, extrêmement délicate, et surtout, il va falloir que la mayonnaise prenne très 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 vite. Voilà. Donc je ne sais pas quoi dire d'autre, hein. J'attends l'officialisation du nouvel entraîneur. Le favori, donc je vous l'ai dit, c'est Philippe Clement, un Belge. Il a 47 ans, je crois, donc il est assez jeune, c'est un ancien joueur. Il a fait ses classes à Bruges, en Belgique. Il a entraîné Genk, je crois, et un autre club de Belgique. Donc il a fait toutes ses classes là-bas. Maintenant, il va découvrir la Ligue 1. Et je peux vous dire que la Ligue 1, c'est pas le championnat belge, hein. Loin de là, loin de là, loin de là. Donc on est un peu déçu, oui, on aurait peut-être voulu un entraîneur un peu plus classieux avec peut-être un réseau plus large, mais honnêtement, à Monaco, il ne faut pas rêver, on n'aura jamais des très 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 grands noms comme entraîneur. Voilà, Zidane, il ne faut pas rêver, hein. Laurent Blanc non plus, je ne pense pas qu'on aura un nom, à moins d'une surprise, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise, puisque Monaco nous en réserve tous les mois. Et maintenant, on attend. On attend, mais voilà, il fallait faire un petit bilan. Il fallait expliquer un petit peu ce qu'on avait sur le cœur pour dire que nous, supporters, on est choqués. On comprend la décision. On comprend que
que c'était pas facile à prendre. On comprend aussi que la saison n'est pas bonne sur le carré vert. Dans le jeu, sur le terrain, c'est pas bon. On a plein de problèmes, on prend trop de buts, on n'en marque pas, les recrues sont pas bonnes, les cadres de l'année dernière ne donnent pas satisfaction. On le sait tout ça, on le sait que ça va pas. Donc les dirigeants ont vu la même chose que nous et ils ont fait sauter l'entraîneur. Voilà, c'était un choix fort. Et on espère sincèrement que ça ira mieux, ça ira mieux. Ça ira encore mieux en janvier, en février, en mars, en avril et en mai pour les compétitions à venir, qui sont quand même la Coupe de France, dès dimanche d'ailleurs. Alors je ne sais même pas qui va être sur le banc dimanche, mais on aura la reprise de la Ligue 1 si le Covid nous laisse tranquille. Et puis la Coupe d'Europe qui reprendra par contre en février-mars avec Monaco qui attaquera les huitièmes. Donc vous voyez, on a beaucoup de compétitions importantes, on a beaucoup de projets, on a beaucoup d'envie, on a beaucoup d'ambition. Et visiblement, les dirigeants monégasques ont aussi de l'ambition en changeant de coach. Maintenant, ça passe ou ça casse. Je vous le dis, ça passe ou ça casse. Mais ça va être très intéressant de voir les différents changements et puis voir si le jeu monégasque s'embellit, se bonifie. Voilà, donc je vous laisse, je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas plus d'infos. Je vais attendre comme vous les officialisations. Puis en attendant, je vous dis Daguet-Monégou en espérant vous retrouver dimanche soir pour un débrief de Coupe de France, si ça se joue, si le Covid n'a pas isolé tout le monde. Mais honnêtement, c'est extrêmement déprimant de voir ce qui se passe en ce moment dans le football, à Monaco, et puis sur la planète entière, parce que le Covid est partout. Daguet-Monégou, à dimanche.